Alors, salut CDI, content de te Salut voir. Jean, pareil pour moi. Ça fait plaisir d'être confronté à ta good vibes que tu partages avec ton Good Morning Internet. Tu sais, quand tu m'as dit salut Sudé, j'étais à deux doigts de te dire hey, good morning Jean Laval. Non, c'est super cool. Alors peut-être pour commencer, pour les gens qui ne te connaissent pas, comment tu te définirais, quelle étiquette tu te mettrais si tu devrais mettre une étiquette sur ta tête et comment tu te définirais? Si je dois réduire tout ce que je suis à une seule étiquette, je dirais que je suis un messager positif. Ah, génial, j'aime. Voilà, je suis quelqu'un qui apporte un message ou qui incarne un message positif. Voilà, la seule étiquette que je dois garder, c'est celle-là. Ok. Après, dans cette étiquette de message positif, il y a tout un tas de choses. Il y a le métier que je fais où j'accompagne des gens, je suis coach. Il y a mon investissement dans ma façon de vivre l'entrepreneuriat. Il y a la création de contenu que je fais, justement, tu vois, donc tu viens de parler très rapidement. Cette présence que je veux ajouter dans la vie des gens parce que j'estime qu'on a besoin de plusieurs sources d'informations positives au quotidien pour rester sur la bonne fréquence. On a besoin d'outils. Il y a des tonnes de choses qu'on n'apprend pas, du moins qui n'ont pas été enseignées euh, à tout le monde, du moins à l'époque à laquelle on a grandi en tout cas. Et je me dis, voilà, il faut incarner le changement qu'on veut voir, donc j'essaye d'être ce changement que je veux voir. Donc tu as bien appris la citation de Gandhi et tu l'as appliquée. Absolument, absolument. Je vis. Et dis-toi que même le premier, ma première définition en parlant du je suis le message, ça vient encore de lui parce que c'est une des choses qu'il a dites. On lui a demandé quel est votre message pour le monde et il a dit mon message pour le monde, c'est ma vie. Et Mhm. chaque fois qu'il va parler, il m'a marqué ce mec. C'était Mhm. incroyable. Sa Mhm. présence ici était incroyable en tout cas. Ouais, non, c'est génial. Bah, du coup, en parlant de positivité, ces derniers temps, il y a pas mal de gens qui sont confrontés à une certaine oppression de par les situations que l'on vit depuis bientôt 2 ans. Qu'est-ce que tu dirais comme message? Qu'est-ce que tu partagerais aux gens qui n'en peuvent plus, qui trouvent cette situation comme étant lourde et qui ont envie de retrouver cette joie qu'ils avaient peut-être avant tout le bordel de cette situation que l'on vit tous à une différente échelle ces derniers temps? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais qu'il est temps de faire une mise à jour. C'est-à-dire? Il est temps de faire une mise à jour, c'est-à-dire que tu ne peux pas créer un bel avenir en regardant en arrière. Mhm. Ça sert à rien de te dire oh là là, ça me manque l'époque d'avant Covid. On n'est plus à l'époque d'avant Covid. Et la vie n'a jamais fonctionné dans ce sens-là. Donc il est temps de faire une mise à jour. Moi, c'est quelque chose que je fais tous les matins. Chaque matin, je me dis ok, reset. Tes éléments actuels, ta situation actuelle, tout ce qui constitue ta réalité, c'est ton point de départ. Ta vie est un film, ta vie est un roman, ta vie est un livre, et ce roman commence maintenant. Dès lors où tu fais ça, ton regard sur les choses, il n'est plus le même. Mhm. Et j'estime qu'il est très important de faire cette mise à jour pour ne pas s'empêcher de faire ce qu'on peut. Moi, pour ma part, 2020 a été une année très compliquée parce que tout le monde est resté sur 2020 quand même, même si 2021 a eu sa part de challenge. Mais 2020, c'est l'année où on a découvert cette soudaine restriction hyper intense, ces soudaines privations, cet isolement. C'est l'année la plus intense où les gens ont dû faire face à toute l'anxiété qui était liée à cette incertitude, face à un virus qui grandissait, qui avait le potentiel de décimer la planète et tout. Malgré tout, moi, j'ai fait la mise à jour et 2020 a été une année exceptionnelle pour moi. Mhm. Pourquoi? Parce que je me suis dit, t'as un mantra, mec, n'oublie pas, ne laisse pas ce que tu ne peux pas faire t'empêcher de faire ce que tu peux. Dès lors où tu te répètes ça tous les matins, tu te concentres sur ce que tu peux et tu le fais. Donc, Ouais. mon message d'entrée, c'est celui-là, les gars. On fait la mise à jour maintenant. Ton livre, ton film, il commence maintenant. Ok, t'en as eu un autre avant. Ok, les autres chapitres, ça aurait pu, machin. Mais là, maintenant, dans ces conditions-ci, c'est le point de départ. Mhm. Quelle C'est, direction on donne, vers où on va. c'est un petit peu du coup la logique contre-intuitive par rapport au système éducatif où on veut absolument qu'on soit bon un peu partout, mais on se préoccupe jamais de faire en sorte de l'endroit où on est bon de devenir excellent. Donc en fait, ce que Exactement. tu dis, c'est de te préoccuper un maximum de qu'est-ce que tu peux avoir comme impact plutôt que les endroits où tu peux pas avoir d'impact, tout simplement. Absolument, Ouais. absolument. Vraiment, toujours reframe, toujours réinterpréter les choses de cette manière-là. Tu vois, Mhm. se représenter les choses de cette manière-là. Mhm. Ouais, C'est, et c'est, aussi c'est... parfois mettre les choses en perspective, ça aide parce que, alors j'aime pas dire ça parce que forcément j'aime bien ma liberté. Cependant, sur une échelle de temps de l'espèce humaine, on n'a jamais été aussi libre. Malgré cette situation qui clairement me dérange, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, forcément il y a un impact dans mon quotidien au niveau du voyage. Cependant, on n'a jamais été aussi libre malgré cette situation si on regarde les années
auxquelles on a pu vivre peut-être plus jeune ou même avant nos grands-parents et ainsi de suite, ils ont vécu des choses beaucoup plus pires et sur des périodes peut-être parfois même plus longues. Parfois ça a duré 4 ans, parfois ça a duré 6 ans. Clair. J'espère que ça va pas durer aussi longtemps. Cependant, pour l'instant, par rapport à nos grands-parents, on va pas s'en plaindre. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Non, moi je suis d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, se plaindre ne sert à rien. Quand tu réalises que te plaindre, ça crée juste une mauvaise perception de ta réalité et ça te met dans des mauvaises émotions, concrètement, ça ne sert à rien de se plaindre. Moi, c'est un truc que dès que je fais rentrer quelqu'un dans mon staff, je lui explique, hey, ici, we don't complain. On n'est pas là pour se plaindre. On ne pleure pas, on ne sait pas quoi. Il y a un problème, on fait face au problème. Si vraiment c'est difficile, tu te poses et tu me dis, voilà, c'est trop dur, qu'est-ce qu'on fait? Et on travaille ensemble à résoudre le problème. Mais on ne se plaint pas. Tu vois, mais après, c'est une éducation qu'il faut mettre en place dans sa propre vie. C'est des choses qu'il faut s'imposer à soi-même. Et surtout, ça partira toujours de la prise de conscience. Quand j'accompagne un de mes coachés et que je l'emmène à comprendre qu'il est créateur de chacune de ses expériences de par la façon dont il se représente sa réalité, lui-même, il comprend que ça ne sert plus à rien d'aller crier sur sa femme ou d'aller crier sur son mari ou d'aller demander à ses collaborateurs de faire X, Y, Z. Parce qu'à un moment, tu crées, c'est comme punir un enfant. Tu grondes ton enfant. En fait, t'aimes ton enfant. Ce que tu veux, c'est passer du bon temps avec ton enfant. Tu veux kiffer ta vie. Donc, aller gronder, aller punir, c'est te punir toi aussi. D'une certaine manière, tu es aussi en relation avec le monde. Donc, si le monde, tu ne fais que le gronder et dire « t'es pas comme je veux, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça », ben, tu crées une réalité dans laquelle ta vie est pas belle. C'est pour ça que moi, complain, we don't do that. On se plaint pas. On se plaint jamais. Je crois que c'était Einstein qui disait, ou quelqu'un comme ça, un certain genre philosophe, quelque chose comme ça, qui disait si tu crois que le monde est un enfer, tu as raison. Si tu crois que le monde est extraordinaire, tu as raison. Ça va un peu. C'est ça. Parce que j'ai pu comprendre que toi aussi t'aimais bien les citations. J'adore. C'est tellement riche. Parce qu'en fait, je vois ça comme j'arrive pas à trouver la belle métaphore, mais je vois vraiment ça comme, c'est pas, une projection d'un fluide. Comme tu pourrais jeter par exemple de l'encre sur un tableau. Et chacun est libre d'interpréter ce qu'il interprète, voir ce qu'il voit. Ce qui fait qu'une citation, ça parle à différentes personnes de différentes manières, ça résonne avec les parties de toi qui sont les plus éveillées à ce moment-là. La même citation, selon une autre situation, te fait voir autre chose, te fait te dire autre chose. Et ouais, j'adore. J'ai des citations comme ça qui rythment ma vie. Notamment Wayne Dyer, qui colle parfaitement avec tout ce que je viens de dire. La citation de Wayne Dyer qui dit « When you change the way you look at things, the things you look at change ». Quand tu changes ton regard sur les choses que tu regardes changent. Et tu sais que elle est incroyable. Alors, elle est incroyable. Alors, le docteur Wayne Dyer, pour ceux qui ne connaissent pas, il a écrit plein de livres. Il est décédé il y a 4 ans peut-être maintenant. Ouais, quelque chose comme ça. Il n'y a pas trop longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ça a été prouvé scientifiquement par rapport aux particules subatomiques, en fonction de comment on les regarde, si on les regarde ou pas, les particules les plus infimes de tout ce qui existe, au final, en fonction de comment on les regarde, et même si on les regarde ou pas, elles ne sont pas les mêmes. Alors c'est un peu bizarre de dire comme ça, c'est juste que voilà, il y a des choses toujours qu'on n'arrive pas à comprendre dans cet univers, cependant... Qu'on n'a pas su expliquer. Voilà, là où c'est intéressant, c'est ce que tu dis, il y a toujours des gens qui disent des phrases comme ça, comment ça les choses changent, mais au final, physiquement, c'est en train d'être prouvé de plus en plus, on ne sait pas trop pourquoi, mais on sait juste que cela est le cas. Et moi j'ai une petite histoire personnelle, si tu veux, que je peux te raconter, par rapport à cette citation que tu dis, reliée à... J'étais en Australie il y a de longues années de ça, et j'étais sur la plage, et bien sûr il y a plein de gens qui surfent, il y a des vagues, etc. Et il y a 2 enfants, supposément 2 frères, plus ou moins le même âge, ils faisaient la même taille, et les 2 ils se font écraser par une petite vague. Les 2 tombent, les 2 se cassent la gueule. Il y en a un, il se relève, il est là en mode « Ouais, where's the next one ?» Et l'autre, il se relève et il pleure. Parce qu'en fait, ils n'ont pas interprété la situation de la même manière, ils ont porté un regard différent sur la situation. Et c'est vrai que ça fait tout, quoi. Ça fait toute la différence. Ouais, et c'est ça qui permet à tous ceux qui sont vivant actuellement dans une situation comme celle qu'on vit, qu'importe le pays où on est, parce que la crise dont on parle, elle ne se limite pas au monde francophone, toute la planète fait face au même problème, le virus change dans toutes les zones du monde, et on a tous les mêmes contraintes de liberté, de voyage. Oui, plus ou moins. Mais je veux dire par là qu'il est possible dans tous les cas de comparer 2020, 2021, 2022
à 2018, 2019 et se dire, on a perdu quelque chose. Tu vois, dans toute la planète, on peut se mettre d'accord sur cette histoire-là. Je veux dire, ouais, 2018, 2019, c'était peut-être mieux que là. Mais c'est une perception. Tu vois, et dans toutes ces situations, il y a toujours des opportunités. Et c'est pour ça que le mantra dont j'ai parlé plus tôt, tu vois, de ne laisse pas ce que tu ne peux pas faire t'empêcher de faire ce que tu peux. C'est ça, en fait. C'est ce qui a fait un gros boom pour moi en 2020, c'est quoi? C'est je suis enfermé, bah j'ai écrit un bouquin. J'ai écrit un bouquin à une vitesse record. J'aurais jamais écrit un bouquin à cette vitesse-là. J'ai fait grandir ma communauté. Je crois qu'on a fait peut-être 20 fois plus de contenu en termes de live, en termes de posts, en termes de trucs. C'est là où vraiment on est rentré dans le quotidien des gens. J'étais en live tous les soirs et voilà, on a fédéré des centaines de milliers de personnes. Parce que je me suis dit, je vais faire ce que je peux. Ah, mais ça, j'ai vu, t'as explosé. T'as eu le même. Alors, j'ai pas suivi exactement tes débuts, donc je sais pas exactement comment ça s'est passé dès le début. Mais moi, personnellement, j'ai explosé. Mon explose, elle s'est fait plus dès le début. Après, c'était progressif. Tu vois, moi, c'était on va dire de 8 000, 9 000 à 70 000 abonnés en l'espace de 2-3 mois. Et après, ça s'est restagné. Il y a eu un repic. Et après, du coup, ça a été une évolution stagnative, si on pourrait appeler ça comme ça. Ouais. Une évolution perpétuelle. Mais c'est vrai que le confinement a été un vrai avantage pour certains. Parce qu'on a su saisir l'opportunité. On a su, du coup, être opportuniste. Un terme assez négatif en France. Mais malheureusement, alors que c'est voir les choses voir les choses quand elles sont devant nous. Et se dire, waouh, je peux faire quelque chose de cette situation. Et donc, du coup, comme tu le disais, de me servir de la situation parce que je la regarde différemment. Donc par rapport à ça, par rapport au fait qu'on ne va pas se préoccuper du coup du passé, le passé on en a un peu parlé déjà, quels seraient les conseils que tu donnerais à une personne pour faire en sorte que son année 2022, donc la prochaine si je ne me trompe pas, bientôt, ça arrive dans quelques semaines, quels sont les conseils que tu donnerais à une personne pour faire en sorte que son année 2022 soit vraiment réussite par rapport à ce qu'elle souhaite. C'est-à-dire que voilà, elle a des projets, elle a des choses qu'elle a envie de mettre en place depuis un petit moment, elle se trouve pas mal d'excuses, mais là elle se dit bon allez, 2022, c'est la fin des excuses, on arrête de se plaindre, on arrête de râler, maintenant qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour réussir cette année? Quel est le conseil que tu donnes à cette personne? J'en ai trop à donner. J'en ai vraiment trop à donner. Mais le plus important, c'est savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire, c'est pas juste se dire je vais avoir des résolutions, cette année, santé, bonheur, argent. Oui, cette année, c'est mon année. Ça, c'est cool, les gars, mais c'est juste de la hype, ça. Il faut être un peu plus stratégique dans ce qu'on veut construire. Et les métaphores que j'aime souvent donner, c'est regarde ce qui existe et regarde que plus ce qui existe est durable et bien construit, plus on a mis du temps et on a pensé un process pour le construire. Donc, si vraiment tu veux que cette année qui arrive soit la meilleure de ta vie, tu dois réellement passer du temps à planifier, à structurer, à identifier quelle est la philosophie sur laquelle tu vas te coucher. Parce que pour moi, en fait, je vois ça comme une pyramide. La base, c'est notre idée de la vie, ce que c'est que la vie. L'exemple que j'aime beaucoup donner à mes coachés, c'est si tu devais avoir un mot qui est la métaphore de la vie, ce serait quoi pour toi? Tu vois, est-ce que c'est une fête? Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est un combat? En gros, ça sert à quoi la vie? Quand on est là, qu'est-ce qu'on est censé faire? Le deuxième niveau, c'est quel est mon rôle dans cette histoire? Si la vie est une fête, qu'est-ce que moi je joue comme rôle dans la fête? Je suis l'organisateur de la fête, je suis le chanteur, je suis quelqu'un qui danse, je suis celui qui fait la déco. Qu'est-ce que je fais dans la fête? Et ensuite, on passe à la stratégie, à savoir quelles sont les compétences que je vais développer en moi, quels sont les systèmes dont je vais bénéficier, quels sont le network que je vais avoir et tout ça. Et très rapidement, comme ça, tout devient très clair. C'est-à-dire que pour moi, les gens n'arrivent pas à faire une belle année parce qu'ils n'alignent pas leurs ambitions, leurs souhaits, leurs résolutions avec leurs valeurs identitaires. Il est impossible de se comporter durablement d'une façon qui ne colle pas avec notre identité. C'est pour ça qu'en début d'année, on a des résolutions. Ouais, génial. Moi, je suis un mec, je vais au sport tous les matins. Et donc, je vois l'année. En janvier, il y a des tonnes de gens à la salle de sport le matin. Je dis, waouh, c'est bien, je vous encourage, les gars. Team morning team, on y va. Hey, à demain. Et dès qu'ils se rendent compte que c'est dur et que ça fait mal aux yeux et qu'il n'y a pas la compréhension aussi du prix à payer d'une certaine manière. Parce qu'en fait, choisir, c'est renoncer. Comme l'a dit André Gide, choisir, c'est renoncer. Donc, quand tu choisis de créer une année dans laquelle ta santé mentale, ton corps, tes relations de famille vont être ta priorité, tu renonces à tout ce qui ne va pas dans ce sens-là. Tu vois? Moi, je ne vais pas... un temps limité.
Voilà, à un moment, il faut prioriser. Et c'est pour ça que je dis que j'ai énormément de conseils à donner, j'ai énormément de choses à faire, mais celui-là, c'est vraiment le premier et pour moi le plus important. Pense à cette année comme à un projet et planifie le projet. Planifie le projet. Donc c'est vraiment dans le fait de voir toutes les étapes qui vont permettre à la personne d'arriver à ses fins, d'une certaine manière. Voilà. Et en considérant que la première étape, c'est cet alignement avec qui t'es en termes de valeur. Qu'est-ce que tu veux au fond? J'adore, par exemple, je sais pas si tu fonctionnes comme ça aussi, mais quand je fais rentrer un coaché dans ma communauté et que on travaille ensemble et qu'il me parle de ses objectifs, il se mange au moins 50 pourquoi. 50. Tu viens, tu me dis, je veux ça, je vais te dire pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, jusqu'à ce qu'on arrive à un truc simple, tu vois, jusqu'à ce qu'on arrive à un truc tellement simple par exemple, moi, je veux être heureux. Je dis, ok, est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin? Non, mais ce que tu dis, c'est important par rapport à ça. Parce que, par exemple, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, il y a toujours des contre-exemples dans chaque exemple, évidemment. Mais on prend l'exemple d'un homme, par exemple, qui veut avoir absolument des abdos. Ça peut être son souhait depuis toujours parce qu'il a vécu une adolescence difficile ou quoi que ce soit. Il peut avoir plein de facteurs. Cependant, il y a un des facteurs qui est pourtant parfois mis de côté. Alors, je renie pas les abdos, je fais des abdos tous les matins. C'est quelque chose qui arrive et les gens n'en ont pas conscience. C'est qu'ils veulent avoir des abdos non pas pour avoir des abdos, mais pour avoir le sentiment d'être plus validés par les autres. Et nos sentiments d'acceptation. Donc, quand on pose des pourquoi, comme tu le dis, pourquoi, on s'aperçoit que, au final, la personne, elle voulait ça, non pas pour ça, mais pour le truc qui est loin là-bas. Exactement. C'est des tamis, en fait. C'est des tamis. C'est ça. C'est-à-dire que quand on n'a pas travaillé sur les choses qu'on veut et tamiser tout ce qu'il y a autour, le pourquoi on veut ça, à partir de quel moment on a voulu ça, et est-ce que c'est possible d'entrevoir une vie heureuse sans ça? Est-ce que si j'ai pas ça, le jour de ma mort, je vais regretter toute ma vie? On doit tamiser, en fait, pour voir ce qui reste vraiment. Et c'est sur cette base-là qu'on peut réellement construire une année. Parce que comme l'a dit Carl Jung, la plus petite chose qui a du sens a plus d'impact que la plus grande chose dénuée de sens. Moi, j'accompagne des gens qui sont dans des situations que d'autres personnes que j'accompagne trouvent idéales, mais ces gens qui ont donc les situations idéales sont des personnes qui se trouvent misérables dans leur vie. Et je parle de personnes qui ont des badges de réussite selon différents prismes de vision de la vie. Je parle de personnes qui te parlent de mariage accompli, qui te parlent de maison achetée, qui te parlent d'argent, de montants vraiment conséquents, qu'importe la zone du monde sur laquelle tu te trouves, et qui malheureusement n'accordent pas de sens à ça, parce que la target, ils se sont trompés. Quelqu'un d'autre a dit, c'est ça la target, tu vas faire ça et tu seras heureux. Et ils ont couru, ils ont passé des années, et ils sont arrivés, et ils ont dit, bah merde. Oui, et parfois, c'est pas ça. Comme tu le dis, au-delà, je pense, de l'objectif que la personne avait défini, c'est le mot que tu as employé, le sens. Si on en oublie le sens de pourquoi on fait quelque chose, et on en oublie d'être reconnaissant de toutes les petites choses qu'il y a dans le quotidien, parce qu'au final, c'est les petites choses qui font la différence. Et on pourrait parler d'ailleurs de tout ce qui est relationnel, parce que apparemment ta communauté adore quand tu parles de ça, la mienne aussi d'ailleurs. My mind. Mais c'est normal. En réalité, c'est normal. On est des êtres sociaux, et c'est très compliqué d'accepter toutes les différences qu'il y a dans ces gens avec qui on interagit, que ce soit des gens qu'on affectionne particulièrement ou que des gens qu'on considère. Mais ces différences-là, qui d'une certaine manière créent l'attractivité et l'intérêt des relations, parce que tu vas vers une personne parce qu'elle est différente aussi, tu vois. Mais ces différences-là, quand elles vont pas dans ce qu'on a comme attente, ça devient hyper complexe. C'est pour ça que je pense qu'ils adorent littéralement les relations. Mais parlons-en s'il te plaît. Parlons-en. Alors, c'est parti, on va en parler. Du coup, j'ai vu que tu partageais des trucs assez intéressants dans le relationnel, au-delà de ce qu'on peut trouver d'une manière classique. Surtout dans des dynamiques que moi je trouve super intéressantes, parce qu'on a tendance à pas trop en parler, du style, qu'est-ce qu'il faudrait faire avant de décider, par exemple, de quitter nos relations? Tu vois, qu'est-ce que tu dirais à une personne? Parce qu'on parle souvent de, une fois que tu as quitté la relation, on parle souvent de pourquoi quitter quelqu'un, mais on a tendance à oublier l'aspect de, parce que peut-être parfois il peut y avoir des petits trucs qui nous dérangent, mais ça peut peut-être être résolu, peut-être on peut passer au-delà de ça. Voilà, c'est quoi ton point de vue là-dessus, sur une personne qui se pose des questions sur passer à autre chose, passer dans une autre relation, ou une relation avec soi, ou quel que soit le truc, mais quitter une relation actuelle? Que faut-il faire chez cette personne avant de prendre cette décision? Il faut partager un truc incroyable. Ok? Tenez-vous bien.
tenez-vous bien. Déjà, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Donc, malheureusement, l'interview va être courte, donc je ne vais pas vous raconter tout ce que je pourrais dire dessus. Mais moi, je vois ça déjà comme l'intention de base qu'on maintient. Quand on vient dans une relation, on vient parce qu'on veut que cette relation marche. On vient avec l'espoir que cet ami qu'on vient de rencontrer soit un ami loyal, qui nous comprenne, à qui on puisse apporter, qui nous apporte aussi. On vient avec l'espoir de grandir dans cette relation. Quand on a une relation amoureuse, pareil. Quand on a des collègues, pareil. On veut des collègues sympas qui nous encouragent, qui nous réconfortent quand on a foiré, qui laissent un peu de place dans leur vie pour que nous aussi on puisse apporter de la valeur. On veut tous ça. Et donc, avant de partir, déjà, il ne faut pas oublier de se remettre dans cette intention-là et de ne pas focaliser que sur ce qui n'est pas en train de marcher. Parce que si tu te remets dans cette intention-là, le travail que tu vas faire pour que ça marche sera fait avec le dos de la cuillère et ça ne marchera pas. Pour moi, avant de partir d'une relation, l'information qu'on doit chercher, c'est l'information de la compatibilité. Tu vois, tout à l'heure, quand on a parlé de l'année et des ambitions, des perspectives qu'on veut pour 2022, j'ai dit il faut tamiser, dégrossir, arriver à notre définition de ce que c'est que la vie et le rôle qu'on veut jouer dans cette définition de la vie. De la même façon, il faut arriver à ça dans la relation. Savoir qui nous on est, quel rôle on veut jouer dans ce genre de relation, qu'est-ce qu'on veut vivre, et essayer de savoir aussi ce que l'autre veut de la même façon, mais de façon très pure, sans forcément juger, sans forcément essayer de prouver quoi que ce soit, mais juste voir si il y a un match. Alors, et ça se fait... Là, tu dis un truc très intéressant que je me permets de te couper pour relever parce que c'est quelque chose que je considère super important et qui pour moi est un réel problème au sein de cette société occidentale de plus en plus. C'est ce que tu conseilles, c'est-à-dire connaître son rôle. Et on vit de plus en plus dans un monde en Occident où au sein des relations, on n'est plus censé avoir de rôle. On ne sait plus c'est quoi le rôle de l'homme, on ne sait plus c'est quoi le rôle de la femme. On est censé faire la même chose et au final, ça ne fonctionne pas. J'ai voyagé dans 33 pays et des pays qui, soi-disant, sont dits du tiers-monde, qui sont dans des vieux schémas, etc. Ils ont l'air beaucoup plus heureux. C'est mon regard sur eux, je peux me tromper. Cependant, j'ai pas fait le touriste en étant juste une semaine. J'ai vécu dans plusieurs pays, plusieurs mois, parfois plusieurs années. Et ce truc de rôle que tu dis, personnellement, je le trouve super important. Connaître son rôle dans la vie, ça fait vraiment toute la différence. Donc voilà, je voulais juste relever ce point parce qu'il y a peu de gens qui en parlent, je trouve, et je trouve que c'est super important que tu dis ça, de connaître son rôle au sein d'une relation. Ouais, mais pour moi, c'est essentiel parce que si tu ne sais pas qui tu es, ce que tu apportes, ce que tu viens chercher, qu'est-ce que tu fous là? En vrai de vrai. On va revenir sur encore Einstein quand il avait dit tout le monde est un génie, mais si tu juges le poisson quant à sa capacité à grimper à l'arbre, il va se prendre pour un con. Donc si tu prends une personne qui ne sait pas qui elle est, qui ne sait pas ce qu'elle apporte, qui ne sait pas dans quel environnement elle est parfaite, tu la mets dans une relation où on l'apprécie pas, on la valorise pas, forcément, et l'estime prend un gros coup, sans compter que personne n'a un cadre d'une certaine manière qui lui permet de remettre tout en place très rapidement, tu vois. Un cadre où, ok, il m'est arrivé ce truc-là, je vais tout de suite voir Jean Laval, il m'a remis en place, il m'a remis les idées en place, et ça y est, je suis d'attaque. Les gens, ils vivent ça, une cassure, 2 cassures, 3 cassures, et ils marchent avec un corps émotionnel complètement blessé, et ils continuent à aller dans des relations parce qu'il faut être dans une relation. Pour moi, le travail de la compatibilité est essentiel parce qu'en fait, je vais te dire une chose, je ne vois pas les relations comme des relations, je vois les relations comme des partenariats. On doit avoir un but commun, on doit savoir qui s'occupe de quoi, qu'est-ce qu'on est en train de faire ensemble, et ce but doit être plus important que nos égos. C'est très difficile de se défaire de l'ego dans une relation, parce qu'une relation, c'est une relation où on se définit par cette identification à qui on est, à l'autre. Donc forcément, il y aura toujours de la douleur. Voilà, tu veux pas, l'ego est dans les relations. Si ce sont des relations de possession, l'ego sera toujours là. Ceci dit, c'est pas parce qu'il y a de l'ego dans ta relation avec ton enfant que tu coupes les ponts avec ton enfant. Pourquoi? Parce que tu connais ton rôle dans cette relation-là. Ce qui fait que tu tiens. Effectivement. Tu vois, tu connais ton rôle, tu sais ce que tu dois faire. Tu es engagé dans cette relation-là. Et pour moi, c'est le truc qui change tout. Mais c'est pas ça que j'allais vous partager. Je vous ai dit que c'était un truc de fou. Hein. C'est pas ça le truc de fou que je dois vous partager. J'ai un autre truc à vous partager qui est encore plus un truc de fou. Et ça, j'ai réalisé ça récemment. De fait qu'on soit dans une relation, on a des attentes vis-à-vis de la personne.
Parce qu'en fait, on projette sur cette personne tout ce qu'on souhaite qu'elle soit pour nous. Et parfois même tout ce qu'on souhaite qu'elle soit pour elle. Genre, mais bats-toi pour tes trucs. Mais arrête de te plaindre. Sois plus positif. Oh, ça m'embête que tu ne sois pas positif. Parce qu'on se dit que c'est ça, être un humain optimal dans sa vie et tout ça. Et en fait, ce manque de compassion n'est pas un manque de compassion qui est réellement orienté vers l'autre. C'est un manque de compassion qui est orienté vers soi. Parce qu'on ne s'autorise pas à être faillible dans des sphères importantes de notre identité. Et pour moi, ça, c'est un énorme nœud dans les relations à condition. Quand je dis à condition, je parle des relations qu'on peut décider de rompre. Parce que généralement, on rompt difficilement les relations familiales. Ça, on se dit, that's family, my blood, tu vois. Il faudrait vraiment qu'il y ait des choses terribles, que tu juges terribles en tout cas, pour que tu dises, allez, je coupe les ponts. Mais sinon, pour ces relations-là, tu sais ce que c'est de prendre une pause, tu sais ce que c'est de prendre de la distance, tu sais ce que c'est de dire, attends que les choses se tassent, on y reviendra. Mais dans les autres relations, on exige cette perfection. On exige que tu dois comprendre tout, tu dois faire tout comme il faut. Ben là, ça va pas. Moi, je veux quelqu'un qui me comprenne et qui m'accepte. Et tu changes. Et il y a d'autres problèmes de la même nature, mais tu te rends pas compte que c'est la même chose. Parce que tu ne te rends pas compte que le problème que tu vis avec l'autre, c'est des problèmes que tu vis avec toi. Mais tu sais que ça, l'exemple que tu prends en considération là, par rapport à la famille, c'est principalement relié au temps qu'on a passé avec la personne. Je sais pas si tu as pu voir des études par rapport à ça, mais en fait, tu prends même l'exemple de la famille, tu prends l'exemple d'une personne, ça fait 30 ans qu'elle est avec son partenaire. Au final, les gens ont du mal parce que du coup, ils sont identifiés comme faisant, en fait, dans ma vie, il y a ces individus, du coup, de ma famille ou mon partenaire, parce que ça fait 30 ans. Si on se dit aimer notre famille, c'est triste de le dire ainsi, je sais que ça fait pas très beau, mais c'est juste parce qu'on a passé beaucoup de temps avec eux et qu'on a passé, pour la plupart des gens, évidemment en Occident notamment, 18 ans tous les jours avec les mêmes personnes. Donc du coup, on s'est identifié dans notre vie comme ayant ces personnes à vie. Et après, il y a le conditionnement mental de ma famille, où il y a toujours le ma, qui permet de créer une belle liaison entre les deux et de conserver les gens. Le côté positif, c'est ce que tu dis, c'est qu'on va vouloir accepter certaines choses, faire quelques efforts, mais il y a un petit côté négatif dans certains cas de figure où, pour le coup, en fonction des familles, parfois c'est assez complexe parce que ça n'a pas été vraiment étudié. Est-ce plus bénéfique d'ailleurs, pour toi, qu'est-ce que tu penserais de ça? Pour toi, ce serait plus bénéfique dans ta famille, il y a des membres de ta famille qui te sont extrêmement néfastes, que tu as déterminés comme étant extrêmement néfastes. Pour toi, qu'est-ce qui serait plus bénéfique pour une personne sur le long terme? Conserver cette relation et faire en sorte d'accepter les petits trucs, etc. et de jouer, entre guillemets, le jeu que tu as décrit précédemment, ou décider de mettre un terme à cette condition? Moi, je pense qu'il faut choisir ses combats. Ok, tu développes. Et quand tu rentres dans cette philosophie de choisir ses combats, on n'est pas dans l'art de la guerre, mais presque, tu vois. Tu vas pas dans une guerre que tu peux pas gagner. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont ce syndrome du héros mal réglé, qui veulent sauver leurs membres de famille qui ont des blessures qui datent d'avant leur naissance, qui sont eux-mêmes condamnés, qui se condamnent eux-mêmes chaque jour à vivre dans une situation qui s'interdisent la paix de l'esprit, qui s'interdisent le bonheur et qui surtout ne travaillent pas dans le bon ordre. Parce que quand tu as un véritable problème, ton problème crée des petits problèmes et tu peux te concentrer sur les petits problèmes comme si c'était les petits problèmes le vrai problème. Mais il y a un problème de fond que certaines personnes doivent régler. Et quand tu n'es pas équipé pour les aider à régler ça, et que cette relation, ces échanges drainent ton énergie, you gotta get the fuck out. Tu dois te dégager de là. Tu dois te dégager de là aussi, peu importe la personne dont on parle. Quand tu vis dans un environnement sombre, tu as deux options. Soit tu restes dans l'obscurité, soit tu deviens la lumière. Et quand c'est une petite pièce, une bougie suffit. Quand c'est une grande pièce, là, il commence, tu vois, il faut des spots. Il faut des spots ou un feu, il faut un feu. Ce qui veut dire qu'il y a un certain degré d'intensité que tu dois avoir.
pour être la lumière de l'environnement dans lequel... c'est comme quand... Des gens comme nous, par exemple, au-delà de nos familles, au-delà de nos staffs respectifs, au-delà de nos masterminds et de nos communautés, on essaye d'être des lumières pour le monde. Tu fais des vidéos qui sont vues par des millions de gens, et pareil pour moi. On essaye d'être des lumières pour le monde. Ça demande un certain niveau d'intensité. Tu vois? Ça demande un certain niveau d'intensité. Parce que quand tu regardes le monde et tu vois toute l'ombre qu'il y a dans le monde, moi, en ce moment, j'ai lancé pas mal d'offres de coaching de groupe et tout ça. Et dans le coaching de groupe, je crée vraiment une atmosphère de bienveillance et il y a beaucoup de témoignages. Et quand je vois la quantité de personnes qui viennent témoigner des choses qu'elles ont vécues, et je me dis, mais c'est un tout petit bout de ma communauté, ça. Le monde est plein de personnes blessées avec des passés qu'ils ont du mal à porter. Et donc, tu dois choisir quel est le périmètre sur lequel tu vas rayonner. Si tu veux rayonner partout, tu risques de... Tu vois, les coachs aussi ont des burn-out. Ah oui, c'est sûr. Ah bah oui. Ouais. Et donc, voilà, dans cette logique de je suis dans ma famille, il y a une personne qui va mal, qui est blessée, et je sais qu'elle est blessée, et je veux la soigner, fais ce que tu peux. Mais surtout, fais gaffe à toi. Tu vois, tout le monde n'est pas sauveteur. Tout le monde n'est pas sauveteur. Parce qu'au final, ça peut nous impacter et impacter plus de personnes par la suite si on s'est affecté par cette personne ou cet événement. Mais j'aime bien ta manière d'expliquer à chaque fois les choses en mode tout le monde n'est pas sauveteur. Tu remets les choses par rapport à des métiers de la vie, je trouve, et ça illustre bien les choses. C'est vrai que tout le monde n'est pas sauveteur. Il y a des gens, ils regardent, et il y en a, ils vont regarder et indiquer. Il y en a, ils vont secourir. Il y en a, ils vont... Voilà. On a tous un rôle à jouer, ouais, c'est super, exactement. Super intéressant. Si tu passes à côté de quelqu'un qui se noie et que tu sais pas nager et que tu n'as pas de bouée, va appeler quelqu'un. Ne saute pas. Don't jump there. Tu vas te noyer avec lui. Tu ne sais pas nager. C'est pas que tu n'as pas envie de le sauver, tu vois. Mais soit tu as une bouée pour lui, soit tu as un bâton, ou soit tu appelles quelqu'un qui sait nager. Mais il y a trop de gens qui sautent. Parce qu'ils disent, mais je l'aime, il ne peut pas se noyer. Et puis vous vous noyez à deux. Alors, bon, rien à voir, mais bon, je recommande à tous les gens qui connaissent ou pas. Alors, c'est en anglais, peut-être il y a des traductions en français. Tu connais, comment il s'appelle, le roux JP? C'est quelque chose qui fait des sketchs par rapport à plein de gens. Enfin, en gros, c'est un mec roux, des longs cheveux lisses, américain, je crois, et il fait plein de sketchs sur plein de facteurs, mais tu sais, même par rapport aux gens qui font du yoga, etc. Il se moque un peu de tout le monde, mais il est super... j'aime pas trop ce terme-là, mais éveillé, il arrive à voir les choses avec un autre regard que, on va dire, la masse, que la foule. Et il a fait un sketch extraordinaire sur les life jackets, les gilets de sauvetage. Ça m'a fait penser à... Juste, je recommande à tout le monde d'aller regarder. Je préfère pas en dire plus. Juste aller regarder, je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, petite anecdote pour finir. J'espère que tu vas pas le prendre mal. Tu connais Kemi Seba ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Parfois, tu as des intonations qui me font penser à lui. Et je t'avoue que ça me fait rire. Alors, bien sûr, vous n'avez rien à voir sur les sujets de discussion. Pour les gens, je ne dis pas ça. Il y en a un qui parle de géopolitique et toi, de messages positifs. Mais il y a des intonations, clairement, qui me font penser à lui. Et je te jure, ça me fait rire. En fait, parfois, quand je t'entends parler, Non, moi, je le prends bien. C'est quelqu'un que je respecte et que j'admire dans le combat qu'il a choisi de mener. Et comme tu l'as dit, on mène pas le combat de la même manière. Mais en tout cas, voilà, c'est force à lui, en tout cas, dans ce qu'il fait et à tous ceux qui le soutiennent dans ce qu'il fait. Non, mais c'est... Voilà. Petite anecdote. Je trouve ça marrant. Sur la manière de... Tu sais, en anglais, on dit emphasize. Prononcer... D'appuyer sur des mots bien spécifiques. Ouais. Il y a une personne qui le faisait, mais pas de cette manière-là. C'était Jim Rohn, que forcément je pense que tu dois connaître quand même. Oh oui. Évidemment. Oh mon cher monsieur. Oh oui, tout de même. Donc Jim Rohn le faisait, mais il le faisait avec un ton de voix légèrement différent, mais il appuyait vraiment sur des mots en fait. C'était incroyable. Le speaking, c'est un truc, c'est incroyable. Moi j'adore en tout cas ça. J'adore. Mais on parle tous au quotidien, enfin, tu vois, même quand la plupart des gens ne parlent pas dans des relations dites humaines, ils parlent. Absolument. Ils se parlent. Donc le dialogue est la base. Alors, arrêter le dialogue aide aussi grandement. Après, bon, c'est un autre sujet, mais déjà avoir un dialogue plus positif ou plus parfois même réaliste. D'ailleurs, on va finir là-dessus. Qu'est-ce que tu penses sur
avoir plus un regard sur la vie réaliste que positif parfois. Quitte à ce que ça nous fasse mal. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que dans la vie, tout est une affaire d'équilibre. Et il y a des chapitres de ta vie où tu as besoin d'être réaliste. Il y en a d'autres où tu as besoin d'être hyper optimiste. Parce il y a des choses qui ne bougeront que si tu bouges. Et il y a des situations dans lesquelles tu ne bougeras que si tu es optimiste. Tu vois? Mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'enfermer dans un monde de « Ah non, non, moi je suis CDI, Jean Laval et tout ça, on est des mecs positifs, nous tout va bien, on a dit que si on change la situation, la chose change. » Alors, ma femme qui me trompe tous les jours, je change mon regard, mon mari qui me bat, je change mon regard. Non, tu vois, you gotta take care of yourself. Tu dois prendre soin de toi, tu dois faire attention à toi. Il y a des lois qui n'ont rien à faire de ton mindset. Si tu sautes par la fenêtre avec un esprit positif, tu vas mourir quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est en ça où je dis, on doit trouver l'équilibre. On doit trouver l'équilibre. C'est ça le combat de la vie, en fait. C'est la prière de la sérénité, c'est ça. La prière de la sérénité, c'est oh mon Dieu, donne-moi la force de changer les choses qui peuvent l'être, le courage d'accepter celles qui ne peuvent pas l'être, et la sagesse de faire la différence entre les deux. Ah, comment tu dis ça? La prière de la sagesse? La prière de la sérénité. Si tu tapes la prière de la sérénité, tu vas la trouver. Je sais plus qui l'a dit, je sais plus d'où elle sort, mais en gros, c'est ça. Il y a des choses que tu peux changer, il y a des choses que tu ne peux pas changer, et les choses que tu ne peux pas changer, tu dois les accepter. Les choses que tu peux changer, tu dois les changer. Et le grand combat de la vie, c'est faire la différence entre les deux. Ouais. Et ne pas considérer une situation qui est changeable comme étant non changeable parce que tu as essayé une fois. Exactement. Et c'est pour ça que je dis que c'est le grand combat de la vie, parce que quand tu regardes ceux qui ont vécu, justement, on a donné pas mal de citations de personnes qui nous ont inspirés, qui nous ont apporté des messages, qui nous ont apporté de la lumière à leur niveau, même après, parce que là, moi, j'étais pas là quand Gandhi faisait tout ce qu'il faisait, hein. Je suis arrivé après. Et donc, cette réalité-là me fait prendre conscience d'une chose. Il y a des moments où, si tu dis que les choses vont changer, que tu es aligné avec ça et que tu es prêt à payer le prix qui te permettra de faire changer les choses, tu fais changer les choses. On vit quand même une époque où, moi j'en ai parlé même comme il y a quelques années, déjà l'avion, moi j'en reviens pas à l'avion. L'avion, c'est un truc de fou quand même. On vole, on traverse la planète, le Bluetooth, le Wi-Fi, Internet, les caméras. On vit à une époque où des gens ont créé des choses que des millions, pour pas dire des milliards de gens auraient dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu deviens fou. » Parce que voilà, ils ont réussi à s'aligner avec ça. Et donc, pour moi, ce avec quoi on n'est pas complètement aligné, on doit travailler à s'aligner avec ça si ça colle avec notre définition de la vie et la façon dont nous, on veut vivre notre vie. Le but, tu vois, l'ikigai que tu connais certainement, c'est ça. Tu trouves qu'est-ce qui ressemble à un combat que tu as envie de mener tout au long de ta vie. Et à ce moment-là, tout devient pas simple, mais tout a du sens. Tu vois, c'est pas simple, c'est dur. Croyez-moi, c'est dur. Croyez-moi. Demandez à Jean, il va vous dire, c'est dur. C'est dur. Tous les jours, c'est dur. Il faut accepter la difficulté, faire avec et se préoccuper des choses qui nous importent le plus, comme tu le dis. C'est tout. Quand on a du sens, ce qui est dur, c'est juste ce qu'il y a à faire. Voilà. Et tout le monde a des domaines dans lesquels il sait supporter la difficulté. Tout le monde endure. Je peux te dire que l'épilation des sourcils, pour ceux qui n'ont jamais fait ça, ils te disent c'est horrible, ça fait trop mal. Mais ceux qui le font tous les jours, pour eux c'est peanuts, I gotta do it, parce que sinon je me vois pas, j'aime pas ma tête ou machin. Le sport, tu as dit tu fais des abdos tous les matins. Ceux qui ne font pas d'abdos tous les matins, ils vont dire mais c'est un taré ce Jean Laval. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Mais pourquoi tu t'imposes ça? Parce qu'il n'y a pas le même sens. Oui, le même sens et la même interprétation, parce que du coup, moi personnellement, quand ça brûle, j'interprète pas ça comme une douleur, mais comme un plaisir. Parce que j'ai changé mon interprétation, et ça, c'est la grande différence entre des gens qui font du sport et des gens qui en font pas. Après, moi, on peut devenir accro au sport. Bon, je pense que la plupart des gens qui sont accros au sport, cela n'est pas négatif pour eux. Il y a quelques exceptions uniques, tels que David Goggins ou des gens comme ça que tu devrais connaître, qui vont finir en chaise roulante. Tu le trouves extrême, David Goggins? Ben, en fait, c'est pas que je le trouve extrême, c'est que c'est extrême. Il va finir en chaise roulante avant l'âge. Il va finir en chaise roulante de par ce qu'il aura fait. Après, c'est son combat, c'est lui qui a décidé de faire ça. Ça lui aura apporté
tu vois, c'est là le truc de la vie, ça dépend de chaque personne. Parce que pour lui, clairement, tout ce que ça lui apporte dans son quotidien de tous les jours mentalement, ça vaut la peine qu'il ait une grande chance de se retrouver en chaise roulante. Ça a failli lui arriver déjà. Et c'est normal parce que mais la plupart des gens ne font pas du sport de cette manière-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, David Goggins, vous pouvez les regarder. Ouais, voilà, on n'en est pas là. C'est pas un fou, mais presque. On ne sait pas si c'est un génie ou un fou, il est au bord. On va voir justement, on va voir. Les années qui vont venir vont nous permettre de savoir un peu mieux. Mais c'est vrai qu'il est très intense, mec. Mais ça fait du bien de temps en temps d'être confronté confronté de manière plutôt virtuelle du coup pour le coup vu que c'est une personne qui vit pas dans le même pays, etc., à ce genre d'extrême. Ça nous permet peut-être de nous recalibrer, d'essayer de trouver un juste milieu aussi, je trouve. Ouais, c'est ça. Plus tu as de range, mieux tu sais te définir, tu as de la nuance. Ouais. Et il y a des jours où tu as besoin d'un ego aussi monstrueux que celui de David Goggins. Parce qu'il y a des jours où c'est dur et tu as besoin de te dire, hey, c'est moi Jean Laval. C'est moi. On compte sur moi. I got to do it. Et moi, c'est pour ça que l'ego, pour moi, c'est vraiment un animal de compagnie qui est là et que tu dois veiller à gérer. Et tu l'enfermes quand il faut, tu le sors quand il faut, mais tu peux pas te passer de lui. Le but de l'ego, c'est la survie. C'est son utilité primaire, donc on en a besoin. Non, c'est sûr. Voilà. Mais en tout cas, c'était super intéressant. Je suis sûr que les gens qui ont écouté cet échange, ils ont adoré. Enfin, il faut nous le dire dans les commentaires. Hein. Dis-nous dans les commentaires. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, tous les gens qui ne connaissent pas encore ce que tu fais? Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux? Alors, SUDEHY sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Sur TikTok, c'est sudei.oyc, parce que je suis sur TikTok aussi. Et voilà, ça c'est pour la part où tu veux du contenu dans ton quotidien, tu veux du positif dans ton quotidien, tu veux te poser des questions qui t'orientent dans la bonne direction au quotidien. Voilà. Après, pour tout ce que je propose, sudei.com, mon bouquin, mes programmes, mes coachings, sudei.com et voilà. Génial, super. Bah écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi en tout cas. Pareil pour moi, franchement c'était super. C'était vraiment tipi top. Le temps a filé. Donc en général, c'est bon signe. Et bah, écoute, merci à toi. On te retrouve sur ta chaîne. Du coup, on met le lien en description, comme ça les gens pourront aller checker ça. Et puis merci à toi. Merci pour ton temps. Et merci pour cet échange. Pareil, mon frérot. Et ciao à tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Ciao. Ciao, ciao.